Le premier restera un film marquant et assez rafraîchissant. Cette suite, quant à elle, est vouée à devenir une suite complètement oubliable. Ces Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Des clins d'œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de la nuit des sorties. On analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça va. Écoute, excité de parler de cinéma avec toi. T'étais fort pour jouer à cache-cache quand t'étais jeune, Ista ? Oula, non, pas du tout. Ouais. J'ai pas beaucoup joué, je crois. Je crois pas que j'étais spécialement fort. Non, moi, Squid Game, je meurs tout de suite. Je pense. Putain. Ah ouais, non, d'accord, je ferai pas équipe avec toi. Alors, si c'est cette mentalité-là. Moi, j'étais tellement fort à cache-cache quand j'étais petit. Mais un peu trop, quoi. C'est-à-dire que je pense que je pouvais rester caché et ils me trouvaient pas pendant une journée. Mais bon, en même temps, j'allais dans des coins, tu sais, dans des recoins. Quand j'allais à la campagne, voilà, parce que j'allais à la campagne des fois, voilà, je suis un citadin qui allait à la campagne. Bah, tu sais, tu peux te cacher dans des arbres, dans des trucs, dans des crevasses et tout. Et moi, j'avais pas peur, hein, en plus, quand j'étais petit, de me cacher dans des trucs vraiment où je m'en foutais, quoi. Si on me trouvait pas, je restais là, je pouvais rester bloqué pendant une journée, quoi. Enfin, bref. Moi, je pense que j'aurais pu m'en sortir. Dans Wedding Nightmare, j'aurais pu m'en sortir, bon, tu vois, pour le coup. Bon, Ista, on va parler de ce qui entoure le film comme d'habitude. Les réalisateurs, Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, et je pense que ça va être la seule fois où je vais prononcer ces noms-là parce que c'est un peu galère à prononcer, c'est ceux qui ont fait le premier Wedding Nightmare. Et je me suis renseigné, en fait, c'est des mecs, à la base, en fait, ils ont commencé par faire de la musique, par faire du rock. Voilà, ils ont fait un groupe de rock. D'accord. Dans les années 90, ils étaient pas cinéastes. Après, ils ont réalisé des clips, etc. Et puis après, ils se sont lancés dans la réalisation de films, voilà, à deux. Où je crois il y en a qu'un qui était, je crois que c'est Matt Bettinelli-Olpin qui était dans un groupe de rock. L'autre, je suis pas sûr. Mais en gros, en tout cas, ils se sont réunis pour faire un film. Puis leur deuxième long métrage a été Wedding Nightmare. Et Wedding Nightmare, ça a été un petit succès quand même assez surprise, quoi, parce que le premier, il a fait quand même son petit boucan, quoi. Il est sorti quoi en 2018, 2019, un truc comme ça, avant le Covid. D'ailleurs, petite remarque, le titre original s'appelle Ready or Not, voilà, qui a été traduit en français par un autre titre anglais, Wedding Nightmare, voilà. Et ils se sont retrouvés dans l'embarras, parce que là, dans le deuxième film, du coup, le titre, il a changé, mais là, du coup, eux, ils sont obligés de garder Wedding Nightmare, du coup, ils ont mis Wedding Nightmare 2. Mais bon, c'est tout un micmac, hein, de toute façon, la traduction des films en français. Mais ce qui était assez frais, en tout cas dans ce film-là, c'est que c'est un slasher, mais un slasher en gros inversé, quoi. C'est-à-dire que on n'est pas sur un tueur qui va tuer plein de personnes, on est sur une personne qui fuit plein de tueurs qui sont à sa poursuite, quoi. Et donc c'était ça qui était frais et qui jouait avec les codes, quoi, pour le coup. Et Wedding Nightmare, c'était une vraie comédie horrifique. En vrai, c'était ça qui fonctionnait, quoi. C'est-à-dire que c'était le décalage, quoi, le décalage des situations, la manière dont elles sont traitées, pour le coup, le côté un petit peu humoristique qui venait un petit peu assaisonner le tout. Voilà, j'ai une petite métaphore culinaire, je sais pas pourquoi. mais c'était aussi le décalage, en tout cas, entre bourgeois et prolo, puisque le personnage principal de Wedding Nightmare est une prolo qui se marie avec une famille, dans une famille extrêmement bourgeoise. Et en fait, tout le parcours du personnage féminin, ça va être de se rebeller contre des traditions, le mariage, évidemment, en premier lieu, mais en gros ça donne un personnage assez fort et assez iconique dans le personnage qui est joué par Samara Weaving, qui est devenu un petit peu iconique, je dirais, quand même. Et c'est un film plutôt sympa. Je dirais pas que c'est un film révolutionnaire, etc., ou qui est vraiment génial dans sa mise en scène, mais il y a quand même quelques mises à mort sympas, et le film, pour le coup, était rafraîchissant, et surtout, il a créé énormément de bébés, en fait, parce que, en fait, sur les 5-6 dernières années, il y a eu quand même beaucoup de films qui s'inspirent un petit peu de Wedding Nightmare, et on en reviendra. Mais toi, du coup, qu'est-ce que tu avais pensé du premier, du coup, Wedding Nightmare ? Moi, je sais que le premier, je l'ai vu assez tard, mais l'image de Samara Weaving avec la robe de mariée et le fusil à pompe m'avait vachement marqué et me donnait envie de voir le film. Et je l'ai vu, donc je sais plus, il y a un an ou deux. J'ai trouvé sympa, mais j'ai pas trouvé aussi bien que je pensais. En fait, c'était... oui, voilà, c'était sympa, c'était un petit film un peu marrant, voilà, mais je trouvais que peut-être ça manquait un peu de folie.
dans le film quand même au final. Mais c'était décent, quoi. Moi, j'ai passé un bon moment devant quand même, tu vois. Mais voilà. Oui, en fait, c'est pas un film incroyable, mais il y a un côté rafraîchissant au truc, quoi. Et effectivement, l'image de Samara Weaving en robe de mariée, complètement en sang, qui fume sa clope, voilà, c'est devenu quand même quelque chose. Ça a sacrément marqué. Et puis après, Matt Bettinelli, Holpin et Tyler Gillett, ils ont vraiment conquis un petit peu Hollywood, hein, parce qu'ils sont retrouvés sur les franchises. Ils ont fait Scream 5, Scream 6. Là, ils ont fait Abigail. Là, du coup, ils ont fait Wedding Nightmare 2. Et c'est ceux qui vont faire le prochain La Momie, pas celui qui sort là dans une semaine, mais celui qui sort dans 1 an ou 2, avec le retour de Brendan Fraser et Rachel Weisz, etc. C'est eux qui vont être à la mise en scène de cela. Ista, nous deux, on n'est pas grand fan des 2 Scream qu'ils ont fait. On n'est pas très grand fan du Scream 5 et Scream 6. Voilà, Scream 5, c'était le retour de la saga sans Wes Craven, du coup. Et voilà, moi, les 2 films, je suis absolument pas fan, parce que c'est-à-dire que là, on est vraiment dans une espèce de franchisation, et moi, j'ai l'impression que c'était metteur en scène qui était un petit peu en pilote automatique. La saga a toujours été une saga, hein, depuis le 2, hein, mais en tout cas, ils avaient quelque chose à dire, et c'était ça qui fait le sel de Scream, c'est le commentaire sur le cinéma d'horreur actuel, et je trouve que dans Scream 5 et 6, le commentaire sur le cinéma d'horreur est soit très très maigre, soit inexistant pour l'autre. Et voilà, je crois que c'est les Scream, en tout cas, qui étaient les moins bons avant que Scream 7 sorte, parce que Scream 7 sorte, c'était compliqué. Bon, il y a Scream 3 aussi, j'avoue, Scream 3 était pas très bien. Oui, mais, voilà, en tout cas, c'était pas le haut du panier des Scream pour moi, et c'était vraiment des films médiocres. Et surtout, je trouve qu'à partir de Scream 5, ils ont perdu complètement leur identité pour devenir justement des slashers, tout ce qu'il y a de plus banal. Et c'est vrai que c'est un peu étonnant, parce que tu te dis, ils ont fait quand même Wedding Nightmare, qui était un slasher qui était un peu frais, et après tu passes à Scream, et ils ont fait devenir Scream une saga de slasher banal, je trouve. Donc c'est vrai que c'est un peu spécial. Mais toi aussi, de toute façon, t'es pas fan des 2 Scream qu'ils ont fait, hein. Pas plus que ça, mais après je trouve qu'il y avait quand même des images marquantes qui fonctionnaient bien. Après, sur l'histoire, oui, c'était pété, sur les scénars et tout, mais je trouve qu'il y a des choses à sauver quand même dans le film, voilà, parce que quand on voit le set, on se dit ouais, non, c'était pas si nul que ça, mais ouais, c'est pas fou. Après, ils ont fait Abigail, qui était sorti il y a 1 ou 2 ans, et c'est vrai que c'est un film qui a pas du tout marqué, et comme je l'ai dit, c'est vraiment un film en pilotage automatique, et t'avais déjà l'impression qu'ils arrivaient au bout d'une formule, quoi. En fait, t'as l'impression que c'était un peu les mêmes films qui déclinaient juste dans différents peut-être environnements ou quoi, et encore. Et du coup, voilà, on se retrouve avec Wedding Nightmare 2. Et je me suis renseigné, apparemment Wedding Nightmare 2, il a été tourné très rapidement, hein. Je crois qu'ils ont fait à peine 1 mois de tournage, etc. Bon, en même temps, il y a un seul lieu, hein, donc c'est pas compliqué. Mais je crois que, je sais pas si le tournage s'est si bien passé que ça, pour le coup, de ce que j'ai lu. Plus gros budget, voilà, le premier il avait coûté 6 millions, là il coûte 14 millions, donc c'est plus de 2 fois le budget. Et pour un retour sur investissement qui est encore un petit peu timide, je crois que le film il a 32 millions la dernière fois que j'avais vu, donc c'est pas aussi profitable que le premier film, et je pense que c'est en dessous de ce qu'ils espéraient, en tout cas pour le film. Mm-hmm. Et Ista, voilà, je pense qu'on va passer à la critique. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles sur la plateforme dans laquelle vous nous écoutez, ça nous aide beaucoup pour le référencement, et à nous suivre, à vous abonner. On passe à la critique ? Ouais, on y va. C'est parti. Tu viens pour le 2e round, pétasse? Ouais. Grace McCauley Ledomas est la seule survivante d'un jeu brutal qui a coûté la vie à son mari et à ses beaux-parents. Elle découvre que sa victoire a un prix. Désormais, les familles les plus riches, les plus influentes de la planète doivent l'éliminer dans un nouveau jeu, sous peine de perdre leur pouvoir et leur fortune. D'abord réticente, Grace n'a plus le choix lorsqu'elle apprend que sa jeune sœur Faith est elle aussi menacée et qu'elle doit la protéger à tout prix. On retrouve Samara Weaving, Catherine Newton, Sarah Michelle Gellar, Sean Atozzi, David Cronenberg, Elijah Wood. Et Ista, je vais te poser la traditionnelle question. Qu'est-ce que tu as pensé rapidement, sommairement, de Wedding Nightmare, 2e partie? Alors moi, j'ai passé un bon moment. Voilà, le film il est passé normal. Enfin, il a plutôt un bon rythme, je trouve. Et il y a des moments assez drôles qui moi m'ont fait rire. Je trouve qu'il y a quelques trucs qui sont réussis. En fait, je trouve que le film il fonctionne bien quand il va à fond dans le débile. Et quand il sort du débile, ça devient compliqué. C'est-à-dire qu'il y a un moment vers la fin du film, pendant 20 minutes, ça devient ultra sérieux. Et je trouve que ça marche plus du tout. Après, je trouve que encore une fois, comme le premier, ça manque peut-être un peu de folie quand même, ça pourrait peut-être aller plus loin aussi, je trouve. Et le trope des sœurs ou des bombes de famille qui ne sont pas retrouvées
depuis des années, qui se retrouvent là, et puis en fait elles se détestent, puis à la fin elles s'adorent. Bon, on l'a déjà vu, j'ai l'impression qu'on l'a déjà vu 100 fois ce genre de trope, et qu'on le connaît par cœur, donc bon, c'est pas très original, quoi. Donc ouais, il y a quelques personnages aux couleurs qui sont sympas, voilà, il y a des trucs qui m'ont fait rire, le sniper qui sait pas tirer par exemple, ou ce genre de choses. C'est pas un grand film, quoi, c'est sympa, voilà. Le premier restera un film marquant et assez rafraîchissant. Cette suite, quant à elle, est vouée à devenir une suite complètement oubliable. En fait, cette suite, elle se veut bigger and better, comme ils disent les Américains, c'est-à-dire qu'il y a plus de budget, un plus gros casting, etc., etc. Mais au final, c'est un peu le même film que le premier, mais avec très peu de nouveautés, je trouve, et surtout une mise en place qui est vraiment très laborieuse, je trouve. C'est-à-dire que c'est un film qui tombe encore dans l'idée qu'en fait la mythologie est assez forte pour qu'elle tienne vraiment sur un film, alors qu'en fait on s'en fout totalement de la mythologie. Donc le film te sort des nouveaux personnages qui sont pas si bons, que ce soit les méchants comme les protagonistes. On a cette dynamique entre sœurs qui est vue et revue et re-revue. Donc bon, c'est un petit peu laborieux à ce niveau-là, et même du côté émotionnel. Reste quelques mises à mort sympathiques et jouissives, mais je trouve que le film est clairement en retenue, en fait. C'est-à-dire que surtout comparé aux films de ce genre, des comédies horrifiques en fait qui sont sorties ces dernières années, celui-là me paraît quand même assez sage. Et c'est un peu ça en fait le problème. J'ai l'impression que le premier film qui était effectivement marquant, là pour ce deuxième film ça devient un film totalement banal, un espèce de slasher totalement banal en fait au vu de la production cinématographique de ce genre-là, quoi. Et moi en fait ce qui m'a marqué pour le coup, moi c'est vraiment le traitement de sa mythologie. J'ai l'impression que c'est encore une suite qui pense que sa mythologie est importante. En fait, moi j'en ai marre de ce genre de film qui avaient un bon concept, tu sais, dans leur premier film, avec une mythologie plus ou moins bricolée, etc. Voilà, mais qui était pas vrai, qui était un peu en fond. Et ici, vraiment la première partie du film, moi je me suis pas mal ennuyé parce que en fait le film commence et déjà il te raconte le premier film. Il te raconte vraiment le premier film. Donc déjà j'ai commencé à m'ennuyer, et là ça commence à explorer son lore longuement, etc. Parce qu'en fait ils ont plus d'antagonistes puisque ils sont tous morts dans le premier film, et du coup ils sont obligés d'en rajouter. Mais alors là le film, je trouve qu'il tombe vraiment dans le piège de penser que son lore est intéressant alors que ça l'est pas, quoi. La force vraiment du premier film, ça résidait vraiment pas là-dedans, et qu'on te sort des familles ancestrales, et puis chacun des familles habite loin, et je trouve que le film met quand même pas mal de temps avant de se former, alors que je trouve que le premier film, on était directement dedans parce qu'on démarrait direct dans le mariage, en fait, voilà. Et puis progressivement le film glissait évidemment dans le slasher, etc. Là il y a une volonté de rendre ça bigger and better, comme ils disent les Américains. Donc on amplifie les enjeux, on fait une nouvelle famille, on met des nouvelles règles, etc. Et je trouve que ça prend beaucoup trop de temps pour pas grand chose, quoi. Ouais, moi bizarrement je l'ai pas tellement ressenti comme ça. Moi j'ai plutôt bien vécu le film. Enfin, je me suis pas ennuyé en tout cas. Après c'est vrai que oui, il y a toute la discussion à l'hôpital où il te raconte tout le film d'avant. Ouais. Et oui, il y a ce délire des familles, parce que oui, en fait ils sont obligés de faire une histoire, parce qu'en fait tu dis je me disais mais comment ils vont faire une suite à ça, enfin c'est vachement compliqué quand même. Mais ouais, ils font des grosses familles, des machins. Mais après j'ai bien aimé que dans l'hôpital, ça démarre dans l'hôpital, quoi. Mais après, j'ai cru que ça allait vraiment être le film dans l'hôpital, et je me dis, ça peut être sympa. Mais au final, non. Après, il retourne dans un manoir, machin. Donc, on revient un peu au premier film, quoi. Mais en fait, en vrai, si encore ils exploraient plutôt le lore, parce qu'à un moment, ils disent que voilà, c'est des familles ancestrales, mais en fait, chaque membre peut utiliser que les armes de l'époque de son ancêtre, machin. Mais en fait, il exploite pas tellement ce truc-là, je trouve, au final. Et c'est un peu dommage, quoi. En fait, il y a plein de règles d'ailleurs qui posent, mais en fait qui ne servent pas grand-chose. Et de toute façon, j'y reviendrai là-dessus. Mais moi, vraiment, le début, la discussion avec Catherine Newton à l'hôpital, mais c'était un calvaire. C'était un calvaire pour moi, où elle te raconte les backstories, mais en même temps, on te raconte le premier film, et puis on te prépare le film qui arrive. Enfin, c'est vraiment... tu vois, moi, j'étais en mode, oh là, qu'est-ce que t'es en train de me faire ? Et en fait, on attend un peu que ça astrucide, quoi. Après, il y a une séquence, effectivement, à l'hôpital, où là, je pense qu'ils se sont dit, on va peut-être dynamiser un petit peu le début, on va mettre une séquence et tout, mais je trouve pas que la séquence est très réussie, mais bon, on reviendra sur tout ça après. Mais moi, c'est vraiment l'ajout de la sœur, où là, j'ai eu un gros problème pendant tout le film, parce que ils ajoutent la sœur de Samara Weaving en la personne de Catherine Newton pour avoir une espèce de dynamique différente, pour pas être exactement dans la redite du premier, de Samara Weaving qui se fait pourchasser par des riches. Mais au final, oh là là, enfin moi, cette relation de sœur, effectivement, qu'on a déjà vu, en fait, je te déteste parce que tu m'as abandonné, de un coup je t'aime pas, une histoire, en fait, au final c'est vraiment une histoire de réconciliation familiale qui est tellement banale qu'on a vu et revu,
Et surtout qu'on a vu il y a pas longtemps, on a fait un film qui s'appelle They Will Kill You, on a fait le podcast dessus, et c'était encore une histoire d'abandon de sœurs, etc., qui se réconcilient. C'est vrai. Tu fais putain, mais et c'est bon, quoi, laissez-nous tranquilles. Et c'est tellement artificiel, et moi, ça m'a pas du tout emporté, hein, cette histoire, quoi. Ouais, mais sur ça, je suis assez d'accord. Ouais, ça m'a pas tellement emporté non plus. J'étais un peu. J'ai regardé les trucs passer, j'ai pas eu vraiment d'émotion spéciale, mais moi je trouve que vraiment le film il marche quand il est dans le débilos complet, et je trouve qu'il va pas assez dans le fun en fait. Il cherche trop à faire du truc un peu sérieux, scénario sérieux. Mais tu trouves pas justement que les scènes de dialogue de ces personnages-là ralentissent le film, là, justement, tu vois, au lieu de... Si, bah oui, clairement. Où tu te tapes des discussions, enfin, en fait, entre chaque séquence d'action, de meurtre, etc., tu te tapes des séquences de dialogue, en fait, entre les deux personnages. En plus, avec... je suis désolé, mais des punchlines qu'on connaît déjà dans ce genre de cinéma et qui, enfin, vu et revu, qui ne fonctionnent plus trop ici, je trouve, vraiment pour le coup. Mais en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il parle, tu souffles et t'attends en fait la prochaine scène de meurtre, quoi. Et c'est terrible parce que tu te dis putain, mais en fait, tes personnages, t'en as un peu rien à foutre. Et je dis ça alors que Samara Weaving, c'est une actrice que moi je trouve qui est vraiment bien, hein, genre je trouve qu'elle a une physicalité vraiment dans son visage et tout qui marche bien, même si là je pense que je sais pas si tu vas acquiescer que ce que je dis, mais moi je trouve que Catherine Newton elle est pas très bonne dans ce film là, tu vois. Je vois, ça m'avait pas marqué. Elle est dans Abigail, et Abigail, je trouve que ça allait, mais là, je trouve. Après, c'est peut-être son personnage aussi que je trouve qui est pas très bien aussi, donc qui mérite un peu. Mais je trouve qu'il y a une alchimie, en fait, qui fonctionne pas entre les deux sœurs. Il y a un truc qui fonctionne pas, outre le fait, évidemment, que l'histoire, on l'a déjà vu et revu. Mais je sais pas, j'arrive pas à y croire, en fait, au dialogue de ces personnages, mais aussi peut-être parce que les dialogues sont mauvais, hein, je le dis, mais les punchlines qui s'enlèvent et tout. C'est mal écrit. Je trouve que ça joue pas très bien, ces trucs-là, quoi. Ouais, après moi je l'ai vu en VF, donc tu sais, des fois ça rattrape un peu ces trucs-là. Ouais, c'est vrai, non, mais c'est vrai. Mais en VF, il doit y avoir des punchlines horribles, en fait, finalement, je suis en train de me dire. Je sais même plus. Mais moi, je me disais, en fait, pourquoi ils font des discussions comme ça alors qu'ils sont menacés de mort? Il y a des gens qui essayent de les buter, je sais pas. Enfin, discuter quand vous avez fini, vous arrivez à vous casser, quoi. Après, je pense qu'ils essaient d'avoir le ton du premier film, où le film, c'était une comédie un petit peu horrifique, où il y avait un petit décalage des fois entre... tu sais, les meurtres, etc., et les réactions des personnages ou quoi, tu vois. Sauf que là, je trouve que c'est mal écrit, en fait. Je trouve que c'est beaucoup plus mal écrit. Après, dans le premier film, je trouve que c'était beaucoup plus physique, dans le sens où il y avait moins de dialogue. Il y avait moins de dialogue. Il y avait beaucoup de dialogue entre la famille riche, etc., qui s'échangeaient des punchlines. Mais je trouve que Samara Weaving, elle était beaucoup plus dans la physicalité. Là, elle doit communiquer avec sa sœur. Et ouais, je trouve que ça marche pas. Et surtout, là, je suis en train d'y penser avec les personnages de ce film-là et même de leur filmographie. Je trouve qu'il y a un problème avec leur cinéma. C'est que c'est à chaque fois le même personnage féminin, en fait. En fait, je suis en train de voir, c'est à chaque fois le même genre de personnage. Dans Scream fort, tu vois, parce que oui, c'est des persos féminins forts, et ça c'est quand même louable, que c'est pas juste des Scream Queens, etc. Mais j'ai l'impression que depuis leur premier Wedding Nightmare, en fait, il y a des déclinaisons de ce personnage féminin, en fait, partout. En fait, que ce soit dans les Scream, dans Abigail aussi, évidemment. Mais en fait, même là, j'y pense, mais la relation de sœur, je t'aime, moi non plus, c'est un peu ce qu'il y avait dans les Scream 5 et 6, tu vois, au final. Oui. Donc en fait, tu fais, putain, ils tournent un petit peu en rond quand même, ces deux frères, ils sont pas du tout frères, mais ces deux réalisateurs, quoi. Ouais, clairement, c'est vrai que maintenant tu le dis, ça me paraît aussi assez évident qu'ils reprennent un peu toujours les mêmes tropes, quoi. Après, j'ai pas vu Abigail, mais oui, dans Scream, il y avait ce truc de deux sœurs, effectivement, et ouais, ça revient un peu là, quoi. Et cette nouvelle famille, est-ce qu'elle t'a, cette nouvelle famille bourgeoise qui t'a un peu intéressé? Est-ce qu'il y a des personnages que t'as aimés? Il y a quelques trucs assez drôles, je trouve. Je disais, le sniper, moi, m'a un peu fait rire parce qu'ils sont dans un champ, là, le mec, il arrive pas à les buter alors qu'il y a rien, tu vois, et je me dis, putain, il est nul. Et puis dans le film, ils te disent... Ils disent non, mais on lui dit d'aller s'entraîner et tout. Ça m'a un peu fait rire. Il y a plusieurs moments comme ça où je trouve le film un peu drôle et tout. C'est pour ça que je disais quand il est dans le full débilos. Moi, je trouve que ça marche. Mais il n'y a pas assez de moments comme ça, en fait. Et donc, les familles, je sais pas. Au final, elles ont tous des histoires et tout, mais c'est pas plus développé que ça. Donc, ouais, c'est comme on convaincu. Bon, c'est des tueurs, quoi. Enfin, je sais pas trop quoi dire. Alors moi je trouve qu'encore une fois ça rejoint une certaine formule, c'est-à-dire que on retrouve des personnages un peu grand guignolesques comme ils l'ont déjà fait avant, et comme en fait on en voit souvent dans ce genre de comédie horrifique, donc ça rejoint un petit peu une formule. Et je suis un peu déçu parce que certains personnages avaient du potentiel mais ils sont pas si développés que ça, c'est-à-dire que on essaye de te faire un écho à la relation entre sœurs de Samara Weaving et Catherine Newton avec le personnage de frères et sœurs jumeaux
qui sont censés être ceux qui ont le plus gros focus en fait dans la famille bourgeoise méchante, etc. Où Sarah Michelle Gellar, elle a un truc avec son frère, où son frère il est assez effrayant, elle a un peu peur de lui, et que voilà, c'est une relation entre les deux qui marche pas très bien, mais je trouve que ça aurait pu aller beaucoup plus loin en fait. Tu sais, c'est assez déçu, tu vois le truc, et je vais encore dire un truc, peut-être que je vais mettre des joies d'eau, mais Sarah Michelle Gellar, je trouve pas si bonne actrice que ça, moi. Je trouve pas qu'elle est incroyable comme actrice, tu vois. Après, je l'ai pas vu dans beaucoup, moi, Buffy, j'ai vu quelques épisodes, j'ai pas, voilà, elle se trouve, elle est bien dans Buffy, etc. Mais vraiment, moi, ça m'a frappé, j'étais en mode, elle est pas si bien que ça, Sarah Michelle Gellar. Après, peut-être c'est moi qui suis fou, mais voilà, quoi. Ouais, moi, ça m'a. Après, peut-être que si je vois le film en VO, je vais voir le vrai jeu de l'actrice et je vais me dire, ah oui, effectivement, elle joue pas très bien. Voilà, je trouve pas qu'elle dégage grand chose, quoi, tu vois. Genre, je sais pas. Par contre, ça, c'est vrai, ouais. Par contre, elle dégage pas grand chose. Il y a David Cronenberg au début, non? Oui, c'est lui, c'est lui le vieux qui meurt, et c'est une des meilleures scènes du film, d'ailleurs, je trouve, avec David Cronenberg. Oui. David Cronenberg qui est absolument obsédé par la mort et par sa propre mort, j'ai l'impression, là, depuis je sais pas combien de films, et là, encore une fois, il se fait un jour au personnage qui meurt. Ah, c'est assez fou. Mais le seul que je trouve vraiment bon, et qui est vraiment, que ce soit son personnage ou de l'acteur, c'est Elijah Wood, qui joue l'espèce d'avocat en fait de cette famille, et qui est un peu un personnage secondaire en retrait, mais je trouve que en fait il le joue super bien, il le tient super bien jusqu'à la fin, hein, pour le coup, et c'est assez drôle en fait, finalement, ce qui se passe avec lui, en fait, les réactions qu'il a, en fait, et tout, et je trouve que c'est vraiment le meilleur personnage du film, quelque part. Oui, clairement, je trouve aussi que il dégage un truc et que ça marche bien, et tu le trouves même un peu sympa à la fin du film, tu vois. Il y a un truc un peu comme ça, qui fait que parce qu'en plus des fois il est même, tu vois, même avec les autres persos des riches et tout, il est pas clément avec eux, quoi. Il est en mode faut respecter les règles et tout, donc il a un truc un peu sympa, quoi. Mais on sent que quand même il est un peu content de voir les riches faire défoncer des fois, tu vois, genre tu sens que intérieurement, tu vois, il a un petit plaisir à les voir s'entretuer, etc., quoi. Il est juste en dehors de ça, tu vois, il est juste à côté en train de regarder, donc et je trouve que c'est un personnage qui marche plutôt bien pour le coup. Mais parlons quand même de pourquoi les gens aiment aussi ce genre de film, c'est-à-dire le côté horrifique, défonçage de crâne, tout ça. C'est-à-dire que le film est plus dans la démesure que le premier, hein, parce que c'est une règle de suite de films d'horreur de base, hein, c'est-à-dire que t'as fait un premier film, le deuxième film, il y a un genre de contrat implicite, qui est pas... Ils en parlent dans Scream 2. Oui, bien sûr, de toute façon, ça fait que commenter le cinéma d'horreur, mais que, en fait, t'es une suite, et on veut plus de sang, plus de... Voilà, faut que ce soit plus, quoi, en gros. Et en fait, on retrouve beaucoup plus d'armes, voilà, ils ont beaucoup plus d'armes différentes, les riches, le terrain de jeu est plus grand, etc. Et je vois que le film veut encore une fois montrer une sorte d'incompétence des riches, en fait, c'est-à-dire que les riches, comme dans le premier film, ils ont un petit peu hérité de tout, hein, voilà, ils ont jamais travaillé dans leur vie, et du coup ils savent pas faire grand chose, tu vois, comparé à Samara Weaving et sa sœur, qui eux ont connu une vie plus dure, qui ont eu dû littéralement se battre en fait dans leur vie, hein, pour avoir et donc ils sont plus à même du coup de les défoncer que les riches eux-mêmes, en fait, qui savent pas du tout utiliser leurs armes, voilà, ils sont un peu ils sont complètement à côté de la plaque. Mais moi j'ai un problème, c'est que la menace du coup du film, elle est jamais vraiment menaçante, quoi. C'est-à-dire qu'en fait c'est des débiles pour le coup, et c'est un parti pris du film, mais moi au bout d'un moment j'ai des limites, c'est-à-dire que les personnages de Samara Weaving et Catherine Newton se sortent de situations à cause de la débilité de beaucoup des personnages, et en fait les enjeux sont vraiment amoindris, et je trouve que le film même tombe à certains moments dans certaines facilités, dans certains écueils, en fait, de ce genre-là, mais de facilité scénaristique, quoi, et de choix que tu comprends pas trop, quoi. Ah ouais, tu penses à quoi? Parce qu'après je me dis, le frère quand même, il est quand même menaçant, quoi. Le frère de Sarah Michelle. Oui, ils sont menaçants, mais il y a tellement de situations où tu te dis, mais en fait ils sont 100% censés être morts, et en fait jamais ils meurent, tu vois. Et bon, je vois le film où veut aller dans le côté, ils sont un peu débiles, mais par exemple moi je trouve qu'il y a des moments, il y a des Deus Ex Machina, et même tous les moments où les méchants racontent leur vie au lieu de tuer les persos, tu as je sais pas combien de situations comme ça qu'on retrouve. C'est des écueils qu'on a déjà vus dans pas mal de films, et même il y a des moments où je me dis mais là en fait les deux personnages peuvent clairement se barrer, en fait. Là j'ai l'impression qu'ils peuvent se barrer de l'endroit aussi, à certains moments, mais 50 milliards de fois, et tu fais, mais pourquoi ils font les mots, pourquoi ils font ce choix là et tout, et bon, je sais qu'il y a des gens qui vont dire que c'est des films d'horreur et que voilà, il y a toujours des petits trucs qu'on peut pas prévoir, etc., mais là je trouve que c'était très voyant pour le coup.
Bah, il y a un moment où il y a un portail qui est pété, oui, tu te demandes pourquoi elle se barre pas, quoi. Sauf que c'est un peu bizarre. Après, oui, c'est le parti pris du film que ils soient tous débiles. Bah, à part, comme je dis, à part peut-être les jumeaux, quoi, mais Ouais, qui sont un peu le gros focus. Et voilà, parce qu'en fait, le frère, il réussit quand même à faire un truc, quand même. Il a quand même un côté menaçant et tout. Mais c'est vrai que les autres, c'est compliqué, quoi. En fait, ils font des décisions nulles et même celui qui passe dans la machine à laver, là, bon, il aurait peut-être pu s'y prendre autrement, quoi. mais en fait, tous les personnages, après, il y a ce côté un peu jouissif et fun de certaines séquences, tu vois, même si, moi, je trouve que le début, là, dans le cours de golf, etc., je trouve que c'est pas une bonne idée, cet espace et tout. Enfin, je trouve que ça marche pas du tout, le début. Mais après, effectivement, il y a le meurtre à la machine à laver qui est très, très drôle, enfin, qui marche bien, en fait, quand il arrive. Il y a quelques scènes, il y a un retirage de clous du corps de quelqu'un aussi qui fonctionne. Enfin, il y a des la fin aussi qui est dans une explosion de sang et qui marche super bien. Il y a vraiment des scènes qui sont sympas. Mais en fait, comme toi, je pense vraiment que le film aurait pu aller beaucoup plus loin en fait dans beaucoup des séquences en fait qu'il a fait, quoi. Enfin, je sais pas. Je pense qu'il y a un problème de mise en scène, c'est-à-dire que je pense que dans la mise en scène, le film aurait pu être beaucoup plus aller beaucoup plus loin et être beaucoup plus extravagant, mais même dans les, en fait, j'ai l'impression que tu sais, c'est ce genre de film où l'idée parfois de certaines scènes est meilleure que la scène elle-même, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, moi, il y a un truc que j'ai un peu trouvé bizarre, c'est qu'il y a un montage parallèle entre une scène qui est assez grave et assez dramatique, oui, et un autre truc qui est ultra drôle, qui moi m'a fait, mais je trouve à mourir de rire, et je trouve ça trop bizarre parce qu'au final tu sais pas comment réagir un peu au truc parce que tu dois rire mais en même temps il se passe un truc grave pour la sœur. Non, mais je suis complètement d'accord qu'il y a un problème de ton avec cette scène-là. Je suis d'accord et je vois très bien quelle scène tu parles. Et oui, effectivement, il y a deux scènes qui se matchent pas du tout en montage parallèle qu'ils ont mis tous les deux, et je sais pas si c'est pour réduire l'intensité d'un moment ou augmenter celle de l'autre. Enfin, en tout cas, ça marche pas. Il y a un truc qui marche pas du tout dans ce montage là. Je suis complètement d'accord avec toi pour le coup, quoi. Ouais, je vais trouver ça un peu bizarre. Mais je trouve que le film aurait pu être beaucoup plus méchant aussi, tu vois. C'est-à-dire que là on retrouve une et même deux héroïnes en colère, en gros, qui les trucident. Et comme je l'ai dit avant, moi j'ai vu The Will Kill You il y a 2 semaines. Et The Will Kill You, c'était pas un film parfait, hein. Mais je trouve qu'il était beaucoup plus violent, beaucoup plus méchant. Enfin, tu vois, je trouve que ça envoyait beaucoup plus que ce film-là, qui me paraît un petit peu ringard, du coup, hein. Tu vois, ce film-là, en mode... t'es un petit peu en retard sur les grosses comédies horrifiques qui sortent ces derniers temps et qui sont beaucoup plus qui marquent beaucoup plus la rétine, quoi. Bah après, moi c'était un peu ce qui m'avait déçu quand j'avais vu le premier. Je trouve qu'il est dans l'ADN du premier. En vrai, le premier il est un peu comme ça aussi, il est un peu sage, hein. Moi je trouve quand je l'avais vu, je le pensais qu'il serait un peu plus gore, quoi, un peu plus rentre dedans, et en fait je trouve qu'il est un peu dans le même ton. Alors que comme t'as dit, ils sont censés faire plus gros et tout, ils augmentent le budget machin, mais en fait je trouve que c'est à peu près pareil, quoi. Bah, je suis d'accord, mais le premier avait pour lui que au moins le concept était original, et je trouve que on s'est tapé beaucoup plus de comédies horrifiques et même de films d'horreur vraiment violents ces 6 dernières années quand même, que peut-être avant le Covid où ça commençait à revenir mais c'était pas encore implémenté. Là vraiment on est dans un retour quand même de cinéma horrifique très violent, en tout cas qui fait mal au corps, tu vois, et tout. Et là, je trouve ça que c'est extrêmement sage, quoi. Et je trouve que le film, du coup, dans ce qu'il raconte et dans sa mise en scène et dans ses idées, je le trouve plus frais du tout, quoi. C'est-à-dire, et là, il y a ce truc qu'ils ont, cet élément qu'ils ont mis en place dans le premier film, c'est des explosions numériques de sang. C'est-à-dire que, les riches explosent. Après, c'était qu'à la fin, hein. C'était là vraiment. Oui, c'était à la fin, mais du coup, ça reste ici. Et en fait, je trouve ça marche pas du tout. En fait, c'est pas du tout un effet qui est satisfaisant ou jouissif. J'ai l'impression que c'est des trucs qu'on a déjà vu 50 000 fois. En fait, c'est pas, tu sais, c'est plus du tout. Des explosions de sang numérique, j'en ai déjà vu plein. En fait, ça me fait plus rien, tu vois, de voir des mecs exploser comme ça en mode boum, comme ça d'un coup. C'est pas, je trouve pas ça viscéral. En tout cas, je trouve pas ça jouissif, tu vois. En tout cas, dans... On a vu ça l'année dernière dans Until Dawn. Ouais, putain, mais il y a aussi ça, tu vois, Until Dawn qui reprenait ça, quoi. Oui, voilà. Et il y a tellement d'idées comme ça qui auraient été marrantes du film. Beaucoup plus folles, tu vois, beaucoup plus cool. Et je pense qu'ils sont arrivés au bout d'une formule, en fait, les deux là. Parce que, après la momie, on verra ce qu'ils feront, etc. Mais Abigail, déjà, ça ressemblait déjà beaucoup à ça, en fait. Et là, encore une fois, c'est un peu la même chose. Et j'ai l'impression qu'ils sont vraiment, en pilote automatique, quoi. Alors, oui, il reste quelques scènes sympas, mais c'est très sage, quoi. Après, la momie, ça va être différent, parce que c'est un film d'aventure, c'est un film grand public, quand même. Et ils mettront leurs éléments d'horreur dedans, donc ça peut marcher avec leur cinéma, je pense. Ouais, peut-être que oui. Après, ça fait un peu. Oui, le film fait un peu déjà vu, oui. Mais là, tu dis la momie, mais là j'ai revu la momie là avec Brendan Fraser, etc. Il y a quand même des séquences horrifiques
qui sont quand même pas mal, tu vois, qui envoient. Et là, je me dis, putain, si eux, ils font un truc un peu plus lissé, bah c'est sûr que ça va être lissé en plus, ou quoi. Je sais pas si ça va rendre bien, quoi, pour le coup. Bon, après, on verra, quoi. Ouais, peut-être, je sais pas. Et je trouve qu'aussi le film utilise vraiment des procédés de films populaires, dans le sens où j'ai l'impression que le film veut tellement être cool. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que, déjà, j'avais pesté contre les punchlines juste avant, mais je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a des punchlines toutes les 5 secondes, c'est pour avoir ce côté un petit peu cool, mais je trouve que ça fait très artificiel, parce que je trouve que les personnes en font trop, que ce soit d'ailleurs les héroïdes comme les méchants, hein. Les méchants aussi, ils ont des punchlines et des trucs et tout, à toutes les 5 secondes, ça fuse, quoi. Alors que je trouve que le premier était beaucoup il était moins artificiel et beaucoup mieux dosé, en fait, finalement. Et ce qui me fait penser, il y a une scène qui me fait vraiment penser qu'ils veulent vraiment essayer d'avoir ce côté populaire, d'aller chercher des jeunes, etc. Et même de reprendre des tropes qu'il y a dans tout le cinéma hollywoodien. C'est vraiment la séquence de danse dans la salle. C'est-à-dire que la séquence est pas mal, hein. Tu vois, en soi, l'idée est plutôt cool, même si je trouve que la mise en scène est fait que, en fait, le truc aurait pu aller beaucoup plus loin, mais c'est surtout, c'est vraiment une séquence pour pouvoir mettre une musique populaire, quoi. C'est vraiment la séquence, ok, on va vous mettre une musique populaire, c'est encore Bonnie Tyler, hein, voilà. Bonnie Tyler qui est, je pense, devenue une des artistes avec la musique la plus utilisée dans les films hollywoodiens. C'est celle qui a fait I Need a Hero, et là c'est Turnaround, là où je crois. C'est l'autre musique, une de ces grosses musiques populaires. Et j'ai l'impression que cette scène, elle est vraiment prétexte pour avoir vraiment le moment musique pop qui va pouvoir marcher peut-être sur les réseaux, les trucs comme ça, et ça m'a vraiment sauté aux yeux, quoi, à ce moment-là. Ah ouais, j'y ai pas pensé du tout. Je t'avoue, j'y ai pas pensé du tout. Après, c'est la scène où elle se prend une bombe lacrymogène dans la gueule, c'est ça? Oui, il se voit plus du tout, et il commence à taper, à se prendre des tables, etc. C'est intéressant, hein. Mais le côté, on peut retrouver la musique populaire, Turnaround, Bonnie Tyler, etc. Enfin, tu vois, ça renforce mon idée quand même qu'il y a cette volonté de vouloir, cette volonté un peu virale, tu vois, de mettre ces genres de séquences dans le film, tu vois. Alors que je trouve que le premier avait pas ça du tout, tu vois. Bah non, mais après, c'est le cinéma actuel, voilà, faut l'accepter, c'est comme ça. Bah écoute, pas moi, mais... Moi, ça m'a pas marqué, mais maintenant que je dis, ce serait pas étonnant que c'est une volonté pour, que vraiment, le public TikTok, tout ça, parce qu'on sait qu'en plus, des fois, il y a des films qui buzzent grâce à TikTok et qui commencent à avoir des entrées, donc c'est possible que ce soit une stratégie aussi. Donc bon, ce serait pas déconnant. Mais c'est dommage parce que la scène est drôle quand même, tu vois. Enfin, moi je la trouve drôle, mais après, comme je dis, elle est en montage parallèle avec une scène qui est pas drôle du tout. Et bon. Mais encore une fois, l'idée de la scène est super, mais dans la réalisation de cette idée, c'est un peu, voilà, ils ont gâché un peu leur idée, même, là complètement, je trouve. Mais après, ça peut s'expliquer qu'il y a musique quand t'es dans un truc de mariage, parce que là, il y avait un mariage avant. Ah oui, mais complètement, la danse, etc. Mais moi, je vois le côté un petit peu petit malin, on va vous avoir. Et ils étaient pas obligés d'utiliser cette musique, encore une fois, hein, mais bon, je sais très bien pourquoi ils ont utilisé cette musique-là aussi, tu vois. Donc bon, bref. Pourquoi? Parce que c'est une musique populaire genre de film, tu vois, Bonnie Tyler, tu vois. Ils auraient pu utiliser une autre musique moins connue, etc. Mais bon, à chaque fois dans ce genre de film, voilà, ils utilisent des musiques populaires, évidemment, pour un petit peu brasser le spectateur en sens du poil aussi, quoi. Mais bon, après, comme tu l'as dit, c'est peut-être le jeu. Et que... ça aussi. Je pense pas qu'on aura The Wedding Nightmare 3. Je pense que là, ça va s'arrêter. Et de toute façon, de la manière dont le film est construit, tu sens que ils n'avaient pas prévu une suite de base et que c'est pas censé avoir une suite. C'est clairement, même s'il y a la bonne idée de quand même reprendre directement après le premier film, et ça c'est des trucs que j'aime bien. Bon voilà, là je pense que je pense que le succès du film est pas du tout présent. Je pense qu'ils vont s'arrêter là. On verra ce qu'ils vont nous donner dans La Momie, à voir, voilà, de raviver encore une franchise, etc. La dernière fois qu'ils ont fait ça, bon, moi ça m'a pas vraiment plu. Mais moi, je pense que là, ouais, les Matt Bettinelli, Holpin, Taylor Gillette, ils ont fait un film marquant, effectivement, Wedding Nightmare, bien que je trouve pas qu'il est extraordinaire, mais je pense que je comprends pourquoi il est un peu marquant et peut-être qu'il va devenir culte, j'en sais rien. Mais la suite de leurs films me satisfait pas du tout. Me satisfait vraiment pas, là. Les Scream et l'Abigail, tout ça, ça me satisfait pas vraiment. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter, peut-être, Istin? Bah, je disais, par contre, ça m'a étonné que c'est la suite directe, quoi. C'est vraiment, ça reprend la scène de fin du film d'avant. Et c'est direct après, quoi. Il n'y a pas une ellipse ou quoi. C'est direct. C'est la même semaine, ouais. C'est exactement la même semaine. Voilà, donc c'est même quelques heures après, j'ai l'impression. Ah non, t'as raison, oui. Je crois oui, parce qu'elle est à l'hôpital, et donc, oui, voilà, c'est ça, pendant quelques jours, etc. Et voilà. Donc, ça m'a étonné, mais ça j'aime bien quand ils font ça. Parce que, voilà. Et que, en fait, voilà, c'est direct derrière. Et je trouve que c'est pas si con. Mais bon, après,
Et après, moi, l'Indien, il m'a un peu fait rire aussi, qui veut pas aller sur le terrain. Voilà. Oui, bon, il y a quelques gags quand même qui fonctionnent, hein, faut pas déconner, quoi. Et voilà, c'était notre avis. Du coup, sur Wedding Nightmare 2. Voilà, on espère que vous avez aimé ce podcast. Voilà, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers les 5 étoiles selon la plateforme dans laquelle vous nous écoutez. Ça nous aide beaucoup pour le référencement. N'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner. On est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Acast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, etc., etc. Vous les connaissez. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux, La Nuit des Sorties, sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, YouTube, TikTok. Et Ista, on se retrouve très bientôt pour parler des news de la semaine. Oui. Et d'ailleurs, les news de la semaine vont peut-être normalement sortir un jour plus tard. Voilà, ils vont sortir le samedi parce que il y a la CinemaCon et il y a sûrement beaucoup d'annonces et de choses qui vont se passer. Donc voilà, on va couvrir un petit peu tout ça et on se retrouve très bientôt, Ista. Ouais, à bientôt. Ciao.